Bienvenue à ce programme. Le Palou a 50 ans, ce qui fait de lui un des partis les plus anciens encore en activité. Le Palou a 50 ans et son fondateur, grâce à Dieu, continue à orienter, à guider, à former, mais surtout aussi à enseigner. 50 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas suffisant pour mettre toutes les transformations nécessaires, mais c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Ce qui veut dire aujourd'hui adhérer à un parti politique n'est pas une mince affaire. Pour adhérer à un parti politique, il faut prendre en compte l'ensemble de l'histoire de notre pays. Une adhésion à un parti politique est une affaire de conviction. Et nous sommes bel et bien dans cette édition pour aller à la rencontre des convictions d'un homme. Il a fait son choix et nous voulons savoir pourquoi. Professeur Nkoko Samba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici comme un homme politique, un homme qui a fait des choix avant d'avoir des responsabilités. Un homme qui a décidé de servir son pays d'abord par ses idées. Et vous avez fait le choix d'aller au Palou. Laissez-moi avec vous discuter un peu de ce choix. Nous voulons connaître un peu les niveaux et surtout l'adhérence à ce parti qui est quand même aujourd'hui un parti mythique. Alors la première question que je vous pose, vous êtes d'une formation, vous êtes économiste, donc vous êtes habitué aux chiffres, vous avez été formé dans un pays quand même très libéral. Comment pouvez-vous vous retrouver dans un parti de gauche? Bien, merci cher Willy pour me poser d'entrée de jeu cette question profonde. Mais je pense que vous l'avez dit, j'ai fait des choix. Et le premier choix que j'avais fait, c'était d'entrer en politique. Parce que ça aussi, c'est un choix. Un grand choix, d'ailleurs. Pas seulement d'être le chercheur, l'économiste, celui qui enseigne, qui transmet les connaissances, mais de jouer un rôle actif. Ça, c'est le premier choix. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, pourquoi le Palou? Évidemment, je vous ai entendu mettre l'accent sur parti de gauche. Mais quand vous pénétrez la littérature du Palou, je crois qu'il y a un adjectif important que vous avez oublié, c'est gauche nationaliste. Et quand nous chantons notre hymne national, déjà dans son introduction, nous disons « unis par le sort ». C'est le sort qui nous a unis. Nous sommes aujourd'hui la République démocratique du Congo de par la colonisation. C'est-à-dire ces frontières, c'est des frontières qui ont été tracées par les colonisateurs. Voilà. C'est le hasard qui a fait que ces peuples divers, linguistiquement, et puis traversés par des courants historiques aussi différents, que nous nous soyons retrouvés ensemble. Mais nous chantons aussi unis par le fort. Et par le fort pour l'indépendance. Pour moi, c'est une phrase clé. Unis par le fort pour l'indépendance signifie que l'indépendance est devant nous. Elle est à acquérir chaque jour. Elle n'est pas derrière nous, ce n'est pas un événement que nous célébrons un jour de l'année. C'est une lutte que nous devons mener chaque jour. Et le nationalisme tel qu'il est défini par le Palou, j'ai trouvé ce nationalisme très séduisant. Ce n'est pas le nationalisme à l'européenne, ce n'est pas le nationalisme du 19e siècle. Non, ce n'est pas ce nationalisme-là. C'est plutôt, comme nous le chantons dans l'hymne, cette lutte pour bâtir une nation. Nous nous sommes retrouvés unis par le sort, nous devons devenir une nation. Et pour devenir une nation, nous devons bâtir une économie prospère.
Mais en plus, parce que le Palou, en tant que regroupement des partis lumumbistes, le leitmotiv, cet élément qui fait le lumumbisme, si je peux m'exprimer ainsi, c'est cette soif de l'indépendance. Voilà, cette soif de l'indépendance. Et d'ailleurs, indépendance, Tchatcha, Tozui, cette volonté commune d'être indépendant. Mais maintenant, la question qu'il faut poser, c'est celle de savoir, indépendance ou indépendance, ça veut dire quoi? Quel est le contenu que l'on donne à cette indépendance? Donc, si vous avez adhéré au Palou, c'est beaucoup plus par la quête nationaliste de ce parti. Mais je pense que c'est bien cela qui caractérise le Palou, parce que c'est le parti lumumbisme unifié, c'est quand même des partis politiques de la gauche nationaliste qui se sont réunis pour former donc le Palou en 64. Et cette quête pour l'indépendance, c'est cela, me semble-t-il, c'est en tout cas ma conviction, cette quête pour l'indépendance. Et en plus, le dire au lendemain du 30 juin, c'est quand même quelque chose de fondamental. Parce qu'autrement, on aurait dit, nous sommes indépendants, c'est fini. Mais s'inscrire dans cette quête pour l'indépendance, après avoir célébré le 30 juin 1960, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond et de passionnant. Ce que vous dites là est essentiel. J'aimerais quand même, comme c'est votre émission, est aussi une occasion pédagogique. Donc, l'image que l'on a gardée des pères de l'indépendance, on a pensé que c'était des inconscients. Ils n'étaient pas préparés. Ils ont simplement voulu remplacer rapidement les Blancs dans les fonctions des jouissances. Mais ce que vous dites là est quand même une révélation, c'est que ils avaient déjà posé la problématique de l'indépendance après l'avoir eu sur le papier. Ah mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut expliquer les hiatus? Pourquoi l'image des pères un peu irresponsables? Bon, vous savez, chacun de nous lit l'histoire à sa manière, mais je vous livre là ma façon à moi de lire cette histoire. Si vous prenez le système léopoldien, vous pouvez remonter au traité de Berlin, n'est-ce pas? Le traité de Berlin qui garantit le libre commerce, la libre circulation et le libre commerce dans le bassin du Congo. Mais le système léopoldien, il fait un peu fi à cette disposition du traité de Berlin, parce que le système léopoldien, sur le plan économique, c'était quoi? C'était monopole d'État sur les produits d'exportation, et puis avec un prélèvement fiscal excessif. C'est d'ailleurs qui l'a fait caractériser, ou qui le fait reconnaître aujourd'hui par les historiens comme étant un système sanglant. Il y a des termes beaucoup plus forts d'ailleurs qui ont été utilisés. Mais ce système-là, il brimait les populations congolaises. Il taxait énormément, il le taxait de différentes manières. Ce n'était pas nécessairement l'impôt tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais les travaux forcés dans le caoutchouc, ainsi de suite. Et à l'époque coloniale, surtout dans la période entre les deux guerres, c'est le secteur minier qui prend le dessus sur le caoutchouc et les autres produits agricoles. C'est le secteur minier. C'est l'époque des grands investissements par les grands groupes belges. Et ces nouveaux investisseurs ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont aussi besoin de nourriture pour les populations nouvellement urbanisées. Parce que à côté de chaque usine naît une agglomération urbaine. Nos villes, en fait, ont pris de l'ampleur pendant cette période. Et le système qui est mis en place, c'est aussi un système où l'administration exerce
un contrôle serré sur le monde rural. D'abord en empêchant l'urbanisation non contrôlée, mais en favorisant quand même, en fournissant la main-d'œuvre dont les investissements miniers avaient besoin, et surtout en fournissant les produits alimentaires à bas prix. Il y a donc eu ce système de prélèvement d'un surplus agricole pour faire marcher cette économie, cette nouvelle économie urbaine qui elle-même était tournée vers l'extérieur parce qu'il s'agissait d'extraire et d'exporter les produits essentiellement miniers. Alors, ceux qui luttent pour l'indépendance, ils s'opposent à ce système, n'est-ce pas? Ils s'opposent à ce système parce que ce système, il est lourd sur les populations congolaises. Et les révoltes des Tétéla, les révoltes des Pendé, les révoltes dans certaines régions du pays, et qui ont été d'ailleurs matées dans le sang, expriment justement ce ras-le-bol des populations congolaises. Donc, c'est père de l'indépendance. Ceux qui réclament l'indépendance, ils veulent mettre un terme à ce système. Mais c'est là le dilemme. Et ce dilemme, nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Parce que vous allez à la conquête de l'indépendance, organisé en parti politique. Et un parti politique, il a une ambition de mobilisation. Vous mobilisez des masses en disant nous allons mettre un terme à ce système. Mais ce système économique, il fonctionnait de la manière que je viens de décrire, contrôle sur le monde rural, les gens ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient, ne pouvaient se déplacer que ceux qui avaient les qualifications pour être des ouvriers dont l'industrie manufacturière et l'industrie minière avaient besoin, ponction du surplus agricole réalisé dans le milieu rural. Ce système, il fonctionnait ainsi. Maintenant, quand vous avez acquis l'indépendance, comment vous allez dire à ces masses que vous avez mobilisées, ne venez pas à Kinshasa? Comment vous allez maintenir ces contrôles sur le monde rural qui expliquaient ce que certains nostalgiques appellent le succès de l'époque coloniale? J'entends encore des gens dire « ça marchait bien à l'époque coloniale ». Eh bien, ça marchait bien entre guillemets à cause de ce système. Maintenant, vous qui avez mobilisé les masses, comment vous allez dire? D'ailleurs, il y a ici dans cette ville de Kinshasa, quand vous prenez le camp Luka, eh bien, le camp Luka, il est né à la suite d'un mouvement de désobéissance civile. Voilà. N'obéissez plus aux contraintes sur les déplacements. Donc, ces pères de l'indépendance, ils se sont retrouvés dans ce dilemme. Parce que pour continuer à mériter la confiance des masses qu'ils avaient mobilisées, ils devaient démanteler le système qui faisait fonctionner l'économie. Vous avez touché du doigt un aspect important et ça me permet de poser la question suivante. Parce que on a cherché à mettre en place un nouveau système qui n'était pas encore conçu. Est-ce qu'ils savaient ce qui allait être remplacé? Parce qu'en réalité, l'indépendance politique, oui, mais le système économique était le fondement de la colonisation. Alors, est-ce que les pères de l'indépendance, dont aujourd'hui les patriarches sont en exil, nous allons parler d'ailleurs de lui dans quelques secondes, les pères de l'indépendance avaient un système de remplacement. Ils pensaient comment, mais qu'est-ce qui était la réforme, l'innovation? En fait, la question fondamentale était pour les intérêts de qui on va organiser l'économie. Et la réponse à la question, en tout cas par les pères de l'indépendance, par les Lumumbis, la réponse était naturellement claire pour le peuple congolais. Voilà, pour le peuple congolais. Et puis, Dipanda, ça voulait aussi dire liberté, ça voulait aussi dire, comme je disais tout à l'heure, mettre fin à toutes ces contraintes, toutes ces limitations qui, malheureusement pour nous, étaient des pièces centrales au fonctionnement de ce système
Alors, ce système. je fais avec vous une traversée, 50 ans. Ouais. Nous quittons en 64, nous sommes en 2014. Ouais. Avons-nous réussi à mettre en place un système qui a transformé le système colonial contre lequel nos pères indépendants se sont battus? Vous répondez d'abord rapidement à ça et puis je reviens à l'histoire. Non, la question demeure. Oui. La question reste posée, n'est-ce pas? Si vous voulez que j'y réponde rapidement, je reviens je reviens au début des années 60. Donc nous démantelons ces contraintes instituées. Voilà. C'est les eaux du Rall, on démantèle. Il y a d'un côté, ce système-là, il y avait le surplus minier qui était exporté, il y avait le surplus agricole, le surplus du milieu rural, qui lui était l'élément moteur qui faisait fonctionner, qui faisait tourner l'industrie. Maintenant, ce surplus-là, on l'a détruit. On l'a détruit comment? Parce que les mécanismes de contrainte qui expliquaient ou qui créaient ce surplus, on les a démantelés. Mais on n'avait pas d'autre choix, il fallait les démanteler parce que autrement, les masses qu'on avait mobilisées n'auraient pas compris. D'ailleurs, dans l'armée, lorsque Janssens dit avant l'indépendance égale après l'indépendance, il y a tout de suite vu une révolte. Donc les masses rurales n'auraient pas compris qu'on leur dise avant l'indépendance égale après l'indépendance. On détruit donc ce surplus. Mais le surplus agricole aussi, vous ne pouvez pas le créer lorsque le milieu rural n'est pas en paix, n'est pas apaisé. Or, les troubles qui ont suivi l'accession du pays à l'indépendance, l'insécurité qui avait élu domicile dans certaines parties du pays, expliquent également l'effritement de ce surplus rural. Évidemment, par la suite, des déplacements massifs des populations dans les centres urbains. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est capturer le surplus minier. Et ça, c'était, on peut dire, le programme économique des nationalistes. Oui. Alors, si vous m'avez posé la question en 2014, eh bien en 2014, nous en sommes encore là. À capturer le surplus minier. Le surplus minier avait disparu. On l'a recréé à partir de 2002, avec le nouveau code minier. Et aujourd'hui, la question est posée. Revenons à Antoine Gizenga. Il y a quand même un témoin, je peux dire. C'est quand même extraordinaire qu'un homme qui est acteur de premier plan, il est même, je l'ai dit souvent, ceux qui veulent m'entendre, qu'il est en même temps fondateur et héritier. Vous voyez, vous ne pouvez pas hériter ce que vous avez fondé. Mais il est héritier de Lumumba, en même temps fondateur du lumumbisme, comme étant un système de pensée basé sur la philosophie de Lumumba. A-t-il influencé votre adhésion au Palou? Est-ce que le patriarche exerce une influence décisive dans l'adhésion, dans le choix que l'on opère? Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez mythique. Je pense qu'on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme ait consacré, on va dire, toute sa vie? Il doit y avoir une raison profonde, n'est-ce pas? J'ai lu son ouvrage où il décrit sa vie et ses luttes. Et puis c'est un compositeur aussi de musique. Taboulé a bénéficié d'une de ses chansons. Voilà. Et je crois que il est vrai que quand un homme, parce qu'il s'est battu, pourquoi? Eh bien, il s'est battu pour l'indépendance. L'indépendance, pas simplement vis-à-vis de l'extérieur, parce que quand on dit nous sommes indépendants, ça veut dire nous ne dépendons plus du pouvoir colonial, nous ne dépendons plus de la Belgique. C'est pas simplement ça, mais aussi sur le plan interne. Et sur le plan interne, c'est notamment cette lutte contre les injustices.
Cette lutte contre les injustices, c'est également, ça fait aussi partie du contenu de l'indépendance dans son sens large. Donc c'est vrai que lorsqu'on s'interroge sur le parcours de cet homme et qu'on commence, je ne peux pas aujourd'hui prétendre dire que je comprends ou que je connaisse en profondeur la pensée ou les convictions de cet homme, mais on ne peut pas ne pas être frappé par je dirais, la robustesse de ses convictions. On sent quand même qu'au niveau du Palou, il y a une dialectique de fond, et les idées ont été mûries, et même trempées dans les sangs, dans les sous-sacrifices. Donc ce n'est pas du superficiel. Mais d'où vient alors l'image d'un parti archaïque, un parti des incultes, excusez-moi les termes, mais bon, c'est comme une image qui a circulé pendant un temps, et c'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas qu'un bon Chibonja, comme le prof Mokoko Samba, adhère à ce parti-là, qui est presque une religion. C'est des gens qui vont en babouche, des féticheurs. Il y a une image qui colle au Palou, qui est en contradiction avec la dialectique que vous avez développée. Je pense d'abord que je suppose que ce que vous dites, c'est ce que disent les élites, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et si tel est le cas, alors ce serait regrettable que ceux qui se considèrent comme faisant partie de l'élite politique ou intellectuelle ou scientifique de ce pays jugent ce parti, jugent le Palou par ses clichés, sans peut-être avoir fait l'effort de lire les documents qui sont si vous voulez le creuser, les documents dans lesquels sont consignés l'idéologie, sont consignés les principes fondateurs de ce parti. Mais si vous lisez ces documents, je ne vois pas où vous allez retrouver ces clichés. Pas du tout. Pas du tout, parce que vous alliez sur le plan idéologique, je ne vois pas où vous allez trouver dans les convictions. Mais c'est quand même un parti qui s'est vu un parti de masse. Oui, c'est un parti de masse. Ça voudrait dire un parti où le nombre vaut plus que la qualité. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors... Au contraire. Parce que... mais l'indépendance, vous la cherchez. Pour qui? Pour qui? C'est pas l'indépendance des arbres, c'est l'indépendance, c'est les êtres humains qui doivent être indépendants. Mais non, cette indépendance, vous voulez que ces êtres humains l'acquièrent par qui? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Eux qui ont besoin de cette indépendance, c'est à eux de l'acquérir. Et donc il faut, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, tout parti politique doit avoir l'ambition de mobiliser. Eh bien, on mobilise autour des idées, on mobilise autour des icônes, on mobilise autour des valeurs. Donc, ces clichés, à mon avis, c'est des clichés prétentieux. Je ne veux pas qualifier ceux qui les émettent, mais je préfère me limiter à qualifier les clichés eux-mêmes. C'est des noms politiques gentils, hein, vous n'attaquez pas. Enfin, il est vrai que nous étions en train de remonter dans l'histoire, mais les Palou ont quand même réussi à atteindre des objectifs puissants, notamment de devenir lui-même, Antoine Grisan est devenu Premier ministre. Et vous, aujourd'hui, vous êtes au gouvernement, et avant vous, il y avait un Premier ministre, donc il y a quand même une expérience gouvernementale. C'est comme cela où je dis, le pouvoir obtenu a-t-il permis à transformer la contradiction de départ? En réalité, notre économie est quand même d'essence extravertie. Et ça, c'est la volonté permanente du colonisateur. Est-ce que le fait que les Palou aient quand même pu exercer une influence dans le pays a pu faire bouger les lignes? Est-ce que vous avez conscience que vous pouviez faire quelque chose
ou bien nous sommes irrémédiablement condamnés à perpétuer un système qui nous dépasse par ses racines profondes. Non, votre question, la question est pertinente et elle est d'actualité. Mais ne perdons pas de vue que notre pays a quand même eu un parcours. Et avant de poser la question, parce que en fait, la question que vous posez, c'est laquelle? Moi, je peux la résumer en des termes plus simples. C'est la mise en valeur du Congo. Comment mettre le Congo en valeur? Mais à cette question, il y a les préalables. Et les préalables sont politiques. Et les préalables, c'était d'abord de reconnaître la primauté du peuple. Ça, c'est le préalable politique fondamental. Donc, on ne va pas venir on va pas se mettre autour de la table pour dire, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes réunis en conseil d'administration de la société RDC, Société Anonyme, et à l'ordre du jour, c'est la mise en valeur du Congo. La question fondamentale, c'est d'abord qui est l'acteur primaire. L'acteur primaire, c'est le peuple. Il fallait donc d'abord commencer à répondre à cette question-là, l'organisation des élections, pour que le peuple se choisisse librement ses représentants et que ces représentants soient légitimement qualifiés pour s'asseoir autour de cette table et réouvrir ce dossier que l'on avait laissé pendant de très longues années. Donc ce préalable-là, on l'a atteint. En 2006, il y a eu des élections. En 2011, il y a eu des élections. Maintenant, quand on a réglé ce préalable, parce que même si vous avez dit que le PALU est un parti de gauche, mais le PALU est pour le pluralisme démocratique, l'organisation des élections. Et ça, c'est clairement dit dans tous les documents fondateurs du PALU. Donc, ce préalable politique rempli, maintenant, quand on réouvre le dossier, on se rend compte qu'il y a aussi des préalables aussi sur le plan économique. Et ces préalables, c'était quoi? C'est d'abord avoir une situation économique qui soit maîtrisable et maîtrisée. Parce qu'autrement, comment voulez-vous reconstruire, comment voulez-vous construire la maison Congo quand vous avez le taux d'inflation à 3 chiffres, à 4 chiffres, quand vous ne savez même pas combien de personnes vous payez, quand vous avez une dette qui dépasse le produit de vos recettes d'exportation. Ça, ce sont maintenant les préalables sur le terrain économique, et le PALU a contribué aussi à réunir ces préalables. Aujourd'hui, il faut dire que le fardeau de la dette a été allégé, la situation macroéconomique est plutôt maîtrisée. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la maîtrise, par exemple, des effectifs de la fonction publique, qu'il s'agisse de la maîtrise des effectifs de l'armée ou de la police, ce travail-là a été en grande partie fait, même s'il y a encore beaucoup de choses à finaliser. Maintenant, la grande question de la mise en valeur du Congo se pose. Et aujourd'hui, ce problème se pose en plusieurs termes. On l'entend dans l'actualité. Les gens disent, mais comment expliquer qu'on vive un boom économique, un boom minier, mais que cela ne se ressente pas sur les recettes fiscales? Ou des gens qui disent, mais comment expliquer qu'il y ait une telle croissance économique forte, mais que cela ne se ressente pas dans le vécu quotidien du Congolais ordinaire? Ces questions, en fait, c'est
des différentes formes de poser la question fondamentale. Et cette question fondamentale, nous devons la poser, nous devons nous la poser, nous Congolais, et nous devons y trouver une solution. Et bien sûr, c'est à cela que s'attelle... Alors, je voudrais encore aller un peu plus profondément dans vos convictions. Vous avez été formé quand même au Japon. Et dans votre façon de travailler, dans votre approche des questions économiques, quelle est la subtilité nippone? mais avant d'aller au Japon, j'ai quand même été formé au Congo. Donc je l'ai dit, mais c'est quand même, ça a quand même donné une certaine façon d'être. Nous pouvons en bénéficier. Hein? Donc j'en parle parce que vous avez le devoir d'exemplarité. Mais d'abord, si je dois parler de mon expérience de 10 années au Japon, j'ai découvert une société extrêmement riche. Riche pas sur le plan, je ne parle pas de la richesse matérielle, je parle de la richesse sur le plan culturel, je parle de la richesse sur le plan de l'attachement à son histoire, n'est-ce pas? Donc richesse vue comme profondeur des racines, parce que souvent aussi nous avons tendance à oublier cela, hein. Un arbre, il croît, mais on a intérêt à ce que ses racines soient bien profondes pour que sa taille ne devienne pas un handicap. Voilà, ne devienne pas un handicap, parce que quand le vent souffle, hein, et dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un pays, il arrive des moments où le vent souffle plutôt très fort. Donc c'est vraiment une société avec un attachement, je dirais presque viscéral à son histoire, tant au niveau national, donc l'histoire au niveau national, qu'au niveau local. Là où vous vivez, il y a également eu une histoire, et ça on le vit. J'ai eu la chance de vivre dans de petites villes, donc de villes de taille moyenne, et donc d'être quand même un peu au contact vraiment des citoyens d'un certain âge et qui sont très attachés. Donc il y a ça. Mais c'est aussi un pays un peuple qui vit dans un milieu physique, je dirais, hostile, très hostile. Tremblement de terre, typhon, vous citez n'importe quelle catastrophe naturelle, et le Japon la connaît. Donc il y a dans ce peuple-là, et je crois que c'est le plus grand enseignement que j'ai tiré, ce pragmatisme. Ce pragmatisme dans l'appréhension des problèmes, dans la saisine des problèmes, saisir les problèmes et y trouver des solutions de la manière la plus efficace possible. Et la compétition est rude. Ah, bien sûr. Alors comment vous conciliez maintenant cet exercice de compétition que vous avez tiré quand même des Japonais et la primauté d'un peuple qui doit être, il doit y avoir la primauté dans ce que l'on fait, c'est qu'on doit exercer un certain contrôle sur les forces qui sont en compétition. Je ne sais pas si je comprends très bien, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le PALU est un parti de gauche qui veut exercer le pouvoir pour le triomphe du peuple de l'ensemble. À ce titre-là, il se donne le droit de réguler un certain nombre d'activités. Alors comment vous conciliez maintenant les deux contradictions en apparence? C'est-à-dire le désir de laisser le marché s'installer, les forces du marché, les forces de la compétition, et en même temps qu'il y a la régulation, les forces de régulation dans une nation. Non, il n'y a pas de contradiction du tout. De toutes les façons, si vous lisez attentivement les documents de base du PALU, vous allez y trouver cette reconnaissance du marché. Vous avez dit que j'ai été formé, c'est vrai que tous les économistes formés au Congo, ils ont été formés à l'école néoclassique, qui est une école libérale évidemment, avec des variantes près selon les parcours des uns et des autres. Mais
C'est donc avec bonheur, quand même, pour moi, de trouver que dans le document de base du PALU, vous y trouvez des références à l'offre et à la demande. Donc on n'a pas fermé la porte. Ce n'est pas le bolchevisme. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas du tout fermé la porte. Mais, vous savez, même dans les économies les plus libérales, l'État doit fonctionner. L'État doit exister. Il doit exercer pleinement, ses prérogatives régaliennes. Autrement, même le marché ne fonctionne pas. Il y a aussi ce que nous appelons les défaillances du marché. Il arrive que le marché se trompe. On l'a vu. Et quand il se trompe, généralement, son sauveur, c'est l'État. On l'a vu récemment, 2008, 2009. On a vu même dans les pays les plus libéraux, des gouvernements aller au secours des entreprises privées, c'est-à-dire mettre de l'argent public, l'argent des contribuables, pour sauver une entreprise privée. Mais donc il n'y a pas d'antinomie du tout. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on s'est inscrit dans une lutte contre les injustices, on ne peut qu'être en faveur d'un État qui exerce son autorité. Parce qu'autrement, comment vous n'allez pas laisser le marché seul réduire les injustices. Ce n'est pas... je sais que les économistes, ils sont allés, ou nous économistes, nous sommes allés jusqu'à affirmer que le marché était aussi capable de réaliser la justice sociale, mais c'est une affirmation extrêmement étroite parce que cela n'est possible que sous des conditions qui sont presque impossibles à réaliser de manière simultanée. Donc la conclusion qu'il faut tirer, c'est que l'État doit être là, il doit être fort, il doit avoir la plénitude de ses moyens. Et c'est ça aussi aujourd'hui notre tâche. Qu'est-ce que le PALU enseigne à ces militants par rapport au pouvoir de l'argent et ce qu'il peut exercer comme fascination sur les dirigeants? Je crois que ces enseignements, il faut les trouver plutôt dans les comportements des fondateurs, de nos pères fondateurs. Il y a plein de récits de ces premiers dirigeants dans la manière dont ils interagissaient avec le trésor, avec l'argent du trésor. Je pense que pour nous, Congolais, que ce soit à l'intérieur du PALU ou même en dehors du PALU, nous devons nous référer à ces bons exemples de l'époque. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Non, vous savez, il y a toujours des héros dans l'ombre. On parle beaucoup de ce qui ne marche pas, peut-être parce que c'est trop visible, mais il y a quand même aussi des héros dans l'ombre. Moi, en tant que ministre du budget, vous savez, je vois des gens qui écrivent en disant « je n'ai pas effectué la mission » et voilà, j'ai reversé l'argent. C'est possible dans ce pays-là? Ah oui. Bon, ah oui, bravo, il faut le décorer, il faut le montrer de temps en temps. Oui. Alors, professeur, je voulais poser 2-3 questions, pour personnelles, parce que nous sommes dans votre champ des convictions. Êtes-vous pour une spiritualité secrète, personnelle, en tant qu'homme d'État, je parle d'homme d'État, ou bien pour une spiritualité ouverte, publique, comme certains sont en train de le demander? Bon, je suis personnellement un chrétien. Je pense que ma spiritualité, je la vis selon les enseignements de la Bible. Et je crois que la Bible est un livre ouvert, public. Donc vous pourriez, comme ça, au cours d'une réunion de vos conseillers, demander, bon, avant la réunion, on fait une prière. Vous pourriez le demander? L'État étant laïque, je ne l'ai jamais fait, mais que je prie seul ou avec un collaborateur dans mon bureau, oui, pourquoi pas.
Vous savez, il nous arrive d'avoir des moments de faiblesse, des moments où on a besoin. Hein. Et donc là, seul, où je peux demander à un collaborateur de prier avec moi, mais ça, c'est pas... C'est comme si je le faisais chez moi à la maison, où je prie moi avec ma famille. Mais je pense que quand on est dans les affaires d'État, il faut également s'en tenir aux principes fondateurs de l'État. C'est un État laïque, donc il ne faut pas mélanger les genres. Professeur Mboko Samba, nous terminons cette émission par une petite question. La tradition nous a donné une qualification entre les hommes politiques. Êtes-vous un faucon ou une colombe? Il faut laisser les autres juger. Bon, on va dire que je suis un homme épris de paix, mais j'ai des convictions très profondes. Et je suis très attaché à ce en quoi je crois. Merci beaucoup. Et nous avons vu, vous avez été avec nous dans cette émission pour ces convictions-là. Et évidemment, ces convictions profondes peuvent faire de vous un faucon, mais en même temps, vous êtes un homme de paix comme une colombe. Merci d'avoir été à cette émission et surtout d'avoir été présent dans les réponses et surtout pédagogique. Parce que cette émission, nous l'avons voulu d'abord pour connaître l'homme. Les hommes occupent des postes, des fonctions, mais qui sont-ils? Qui est derrière la fonction? Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a un homme qui a des convictions. Nous pouvons que lui souhaiter bonne chance dans sa carrière et que le Palou, pour lequel nous avons ouvert ces débats, puisse aller de l'avant, qu'il soit centenaire, pourquoi pas. Nous souhaitons donc bonne chance et surtout des vœux de bonne santé au patriarche. Merci, amis téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que je vous prendre cette émission. J'espère vous retrouver dans d'autres circonstances avec peut-être un autre homme politique qui a aussi des convictions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.